comme les Wallons, nous prions à Copinerail, du Liban, l'hiver du 9 d'octobre à 6 heures de l'après-midi. Nous en best-of et de nouvelles idées. Halloween, 31, aujourd'hui, hein? J'ai dit que c'est le 30. J'ai dit que c'est le 30 aujourd'hui. 31 quand même. La raffinerie, il y a un rond-point et vous allez voir directement la première indication qui va être Navarex. Et effectivement, après, je demande mutuellement à une autre personne, et là c'est en train de sortir sa voiture. Je lui dis, tiens, ça vient de me dire, c'est la bonne voie. Elle me dit, je reviens dire au Sachado, Compostelle, ouais. Et connaissez un tout chemin, tu peux en aller. Vous devez aller sur votre traite. Bon, me voilà vous sur la traite. Et on va dire après 2-3 km, il y aurait tel repos. Déjà, j'ai trouvé. Si bien du jour-là, j'ai fait plus ou moins 50 km. On a quitté Saint-Jean-Pied-de-Port, donc on quitte la France. On traverse la frontière pour col, quand c'est possible, quand on est un train enivré, le col de Roncevaux, pour arriver dans le faux. Donc c'est le point de départ de première étape alors du circuit Saint-Jean-Pied-de-Port-Compostelle. C'est Roncevaux là-dessous. Roncevaux, oui. Et quand, parce qu'il arrive que le col, en 2002, le col, il y avait tellement de neige qu'on en a un peu le passé. On a dû passer par la route pour arriver au même endroit, à Roncevaux. Vous voulez arriver à Saint-Jacques et Galice d'abord. Oui, c'est Santiago de Compostelle. Oui, donc c'est la fin du chemin, du pèlerinage, ou de l'aventure, c'est comme on veut. Quand on voit la pancarte Santiago ou des ouf, enfin je suis arrivé. Parce qu'on n'est jamais sûr d'arriver, on sait quand on est va, mais on sait quand on arrive. Et là, c'est vraiment comme une délivrance là-dedans. Et vous tapez vos soleils? Ah, mais non, on tape pas les soleils à Santiago. De Santiago, pour taper les soleils, on a encore fait 94 km. Première croisade, et pour avoir l'opicaillon pour y aller, pour que le pays, c'est le cycle de Dieu qui l'accompagnait. Il va 20 à rémérer les duchés de Bouillon. À rémérer, c'est un peu comme s'il avait 20 d'eau en Mont-Piété. Donc il vint ça à l'évêque d'Illich, Haute-Bert, et en plan les repreintes éventuellement, ou bien ses héritiers. Comme il serait une riveraine de Jérusalem, donc il s'est mis les repreintes, et nous, de ses héritiers, ni réclament les duchés, et il meurt à la principauté de Liège. Et comme Godefroy est un roi fort catholique, il venait à la principauté de Liège, mais il vint à Saint-Lambert et à la Vierge Marie. Donc ça c'est en 1096. Et Neval Croisade en 1096, et quitte Bouillon en tout de coins d'Aus en 96, et il y a quatre chefs dans le premier croisade. Donc lui, avec ses deux frères, quittait Bouillon.
des tubac, les petites graines, qu'on met en un côte, c'est met partout. Hein? Alors, ces côtes-là, c'est un fouet, de façon à ce qu'on puisse mettre des carreaux dessus, des vitres, pour quand il pleut ou quand il y a de l'eau graine et tout ça, parce que ça peut arriver. Hein? C'est ça, comme une espèce de petite serre, quoi. Hein? Bien compliqué. Il faut donc un champ qui soit bien labouré, bien hercé, bien éti aussi. Hein? Ça suit plat une heure, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, il y en a quand même bien d'avoir des champs carrés, rectangulaires, parce qu'il fallait compter les tubacs. Les Occisiens venaient les compter, hein, venaient les compter dans le champ. Alors, s'il y avait des champs qui étaient un petit peu irréguliers, qui y avait des paltounats, c'est des lignes qui étaient irrégulières, quoi, hein, eh bien, ça posait pas des problèmes. Mais la première chose qu'il fallait faire, quand on avait bien travaillé le champ, il fallait, avec un grand rusté, qu'on dira, il fallait le ligner. Donc, vous voyez, c'est on le bien. Donc, c'est un grand rusté. Ça dépend si vous les plantez tous les 60, tous les 50, de façon plus régulière. Mais là, une petite parenthèse pour expliquer, sur l'arsois, par exemple, donc, je vais vous aider, en France, on ne plante pas de tubac, une pleine air. Dans nos régions. Oui, dans notre région. C'est une manufacture d'État. Mais ils venaient planter, les Français venaient planter sur la Belgique, bien sûr, à Beaumont et tout ça, ils venaient planter, ça y est, d'avoir un bouquet de terrain pour le planter. Alors là, ça se faisait par des coups de façon particulière. Ils plantaient par des coups à le mi-temps. À le mi-temps, ça veut dire qu'il y a moyen qui mettent en champ et l'autre qui faisait le travail. Alors, au bout de l'année, ça se tombe mi-temps, mi-temps. Mais le propriétaire du champ, il met en main. Ça se tombe des conventions. Par des coups, il fournissent le plan, ça dépend, il fournissent une paillon. Hein? Mais il y en a qui travaillaient au tiers. Donc, il y avait un qui fournissait le plan, il y avait l'autre qui fournissait le petit peu, un petit peu la main-d'œuvre, et puis il y avait le troisième qui s'occupait de tubac. Ça dépend des conventions, par des coups, quand le tubac a stocké au pays, le 2G ne s'occupe pas de rien. Donc, ça c'est un troisième qui reprenait le relais, quand on le ramassait, qu'il le mettait dans les hangars, et quand on le despête, elle supplítit à la fin de l'année. Donc, ça c'est des conventions comme ça, parce que à un moment donné, sur la Soumois, il n'y avait ni un art de terrain qui n'a son implanté. C'est une chose qu'on pressait à vous dans le sauce. On était dans le sauce, il avait un boîte. Ça, c'est le siècle qu'on a travaillé en force au charbonnage. Parce que le tubac dans le semois, nous autres, c'était vraiment pour la pipe et pour les cigares. Hein. Parce qu'on ne toujours pas de cigarettes. Il y a eu à le fin des cigarettes semois, mais comme tout dit, cigarettes semois, hein, qu'est-ce qu'il y a encore de semois réellement là-dedans? Le label semois, c'était un moment donné, on vend d'autres trois à cause de semois qu'on a planté. Parce que le label dans son est protégé, donc tout le monde peut dire semois. Et on doit du pur semois à Beaurain, on doit du pur semois à tous les costés. Hein, oui, oui. Et ils vendaient quand? À quelle saison qu'ils vendaient le tubac? Ah, ils vendaient le tubac normalement au mois de février, au mois de mars. Hein, ça se fait qu'on a autre affaire. Donc, mais pour continuer l'histoire, quand le tubac a tombé en botte, qu'il a tombé en 7, les Occisiens revenaient. Il avait compté le nombre de pigs à vie. Alors, d'après l'année, si ça sonne une bonne année, il savait qu'il fallait 15 tubac pour le kilo, qu'il fallait 25. Donc, il devait te mettre dans le compte, dans le norme, avec le poids qu'il pesait, toutes les bottes. Alors, quand on en avait assez, c'est qu'on en avait gratuit, bien sûr, et qu'on en avait vendu sur le costé. Et quand on en avait trop, ben, ça c'est encore un autre problème. Hein, alors, ça a donné des discussions avec les Occisiens, et de terribles, des souvenirs de ça. Comme maman, ça n'en a tout dit parce qu'elle savait bien que ça allait crier. Ah oui, ça savait bien que ça allait crier au garni. Hein, ça, parce que le père, là, on est d'accord, évidemment. Hein. Ça faut qu'un petit dans le champ. Oui, et puis alors, l'autre affaire, c'est qu'il y en avait qui prenaient, bien sûr, sur le costé, pour le vin, même sur le costé, il fait de contrebande. Alors, pour avoir le nombre de kilos, il moyen le tubac. Alors, le problème, si jamais les Occisiens passaient un mois dans une botte qui s'intègre, ça se trouve fraîche, ben, ça y est alors. Ça attaque, alors, ça se trouve des affaires incroyables. Nous prions à la copineraille du Liban, l'hiver dit
9 octobre, à 6 heures, il apprennent ignorer en Biastov et un nobilité.